Donc, évidemment, parler de la Chine en une trentaine de minutes, c'est soit ambitieux, soit un peu fou. Et l'idée n'est pas évidemment de faire le tour de la Chine et des différents éléments qu'on pourrait aborder. Je vais quand même prendre plusieurs points, plusieurs enjeux globaux, externes et internes pour essayer de faire un peu le tour sur les enjeux que la Chine est actuellement en train de rencontrer, auquel est en train de faire face et qui nous concerne tous et toutes, puisque dans une économie de plus en plus mondialisée, la manière dont la Chine se comporte ou se porte a un impact sur nous de toute manière. Donc le plan, je vais revenir sur la nomination de Xi Jinping à la tête de la Chine, à la tête du pays, et je vais aborder quelques enjeux globaux en revenant sur un élément qui est fondamental pour Xi Jinping dans son discours, c'est la question du siècle d'humiliation. Et ensuite, je passerai sur un certain nombre d'enjeux externes dont chacun d'entre eux pourrait faire l'objet d'un cours complet est très approfondie, donc je vais passer quand même relativement rapidement et je terminerai par un certain nombre d'enjeux internes qui ont aussi un impact sur l'ensemble de la population mondiale, sur l'ensemble du reste du monde. Donc Xi Jinping, il est au pouvoir depuis la fin 2012, officiellement depuis 2013, mais surtout au moment où il a été porté à la tête du pays. La constitution qui avait été mise sur pied par Deng Xiaoping avait mentionné qu'on ne pouvait pas avoir plus de 2 mandats. Et c'est une chose qu'il a très rapidement voulu modifier et il a pu euh, modifier la constitution chinoise assez rapidement de manière à obtenir ou avoir la possibilité, un petit peu comme Poutine l'avait fait dans un premier temps, il avait essayé de contourner la Constitution avant de la modifier pour avoir plus de mandats que ce qu'elle promettait ou permettait, pardon. Et Xi Jinping l'a fait et depuis, il est en place depuis l'année dernière pour un 3e mandat et on ne sait pas vraiment combien de nouveaux mandats il va avoir. Le sky's the limit, comme ils disent justement en Chine. C'est quelque chose qui risque de durer parce qu'il a assis son pouvoir à l'aide d'une main de fer. C'est assez spectaculaire, on le considère un peu comme le nouveau timonier. Il est tout à fait l'opposé de Deng Xiaoping et il a une manière de gérer à la fois à l'extérieur mais aussi à l'interne de manière à éliminer tout potentiel adversaire qui pourrait venir contester sa dominance. On a pu le voir d'ailleurs lors du moment où il est arrivé, où il est revenu au pouvoir pour la 3e fois l'année dernière, la manière dont il a traité Hu Jintao, qui est un ancien leader également. Il a été escorté en dehors de la salle sous les caméras du monde entier. Ce qui était clairement un message, c'était une manière de l'humilier publiquement et non seulement à l'intérieur du parti, à l'intérieur du pays, mais même pour la communauté internationale tout entière. Et ça traduisait aussi une manière de gérer les choses qui est de plus en plus la marque de commerce de Xi Jinping. Donc, son approche est tout à fait différente de celle de Deng Xiaoping, que ce soit à l'interne ou à l'externe, puisque Deng Xiaoping avait tendance à vouloir promouvoir un développement, un positionnement chinois, notamment à l'international, mais d'une manière non confrontationnelle. Et depuis qu'il est au pouvoir, Xi Jinping a changé radicalement de cap et la confrontation ne lui fait pas peur, ne lui fait plus peur et à plusieurs reprises, et j'aborderai quelques éléments tout à l'heure. Sur plusieurs points, on peut dire qu'il n'hésite pas à prendre de front, notamment les Occidentaux et plus spécifiquement les Américains. Il a mentionné assez rapidement, lors de son investiture, la notion d'un rêve chinois qui était un slogan qui s'appuyait pas mal sur la notion d'un rêve américain, l'idée de la réalisation d'une Chine moderne qui allait accéder à la domination mondiale, notamment économique évidemment, mais avec une ambition tout à fait déclarée qui s'abritait derrière ce slogan, le rêve chinois. Il y a aussi la Belt and Road Initiative, les nouvelles routes de la soie, qui est son projet fétiche qu'il a lancé assez rapidement et sur lequel je reviendrai un peu plus dans quelques instants, mais qui faisait partie des éléments sur lesquels il a appuyé son discours lorsqu'il est rentré au pouvoir.
En ce qui concerne donc les enjeux globaux, très rapidement, puisque on a une approche cartographique, géographique, tout le monde connaît bien la Chine, la carte de la Chine. Ce qui est assez intéressant, c'est de bien, en consultant cette carte-là, de valider une chose qui n'est peut-être pas forcément si évident que ça dans l'esprit de tout le monde, c'est que la Chine, même si c'est un très très grand pays, très vaste, sa population, ses ressources, son dynamisme sont répartis de manière très très hétérogène. En général, on considère qu'il y a plusieurs Chines. On a la Chine de l'Ouest, qui est une zone de ressources. On reviendra plus tard sur le Xinjiang. Il y a le Tibet également, et l'ensemble donc de l'Ouest qui est, on va dire, globalement désertique, mais ça serait très, très réducteur de le mentionner, mais où l'intérêt principal pour le gouvernement se situe dans les ressources. Au centre du pays, on a ce qui est considéré à certains niveaux comme un bassin de main-d'œuvre. Une partie importante de la dynamique de l'économie chinoise est basée sur la présence de cette main-d'œuvre qui est localisée ou qui vient de la Chine de l'intérieur en très grande partie, et une majeure partie de la population, de l'économie, du dynamisme chinois se trouve dans la Chine côtière, qui est la Chine développée, la Chine urbanisée, la Chine qui va donc profiter des deux autres éléments, des deux autres parties de la Chine pour se développer. En termes de représentation, comme je mentionnais tout à l'heure à propos du rêve chinois, l'idée n'était plus d'avancer de manière, j'allais dire, masquée, comme un peu sous Deng Xiaoping. La Chine ne se cache plus, ne se cache pas, et au contraire, se positionne à plusieurs niveaux à l'international, notamment à l'ONU. Elle est présente en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, et elle joue un rôle politique extrêmement important par son droit de veto dans ce Conseil de sécurité. Elle n'hésite pas à en user, parfois en accord avec la Russie, parfois en opposition avec tous les autres, mais vraiment, ça souligne sa puissance, et elle est aussi, et depuis un certain temps, elle a fait des efforts pour aller un peu plus loin. Elle est présente dans un grand nombre d'organisations de l'ONU, incluant la FAO, l'OACI, et tout récemment, elle a échoué à un poste dirigeant dans l'Organisation des Nations Unies pour la propriété intellectuelle, ce qui était un élément particulièrement intéressant et particulièrement stratégique. Donc, il y a également le rôle qu'elle joue dans les BRICS, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, la fameuse association entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, dont on a parlé tout récemment comme étant une organisation qui prend de l'ampleur, qui dépasse le simple acronyme économique ou la simple association économique, qui a, comme vous le savez, accepté 6 nouveaux membres tout récemment. Elle est donc présente et elle joue un rôle très important dans les positions que prennent les BRICS. Elle est également, elle a une position de leadership très importante dans l'OCS, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, malgré le fait, l'OCS, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer ici. Dans l'Organisation de coopération de Shanghai, malgré des tensions assez externes importantes entre la Chine et quelques-uns des autres membres, la Russie aussi en fait partie, et il y a aussi l'Inde. J'y reviendrai dans quelques instants. Et elle a tenté de jouer un rôle dans le conflit de l'Ukraine. Elle ne voulait pas se positionner comme médiatrice. Dans le Proche-Orient également, elle a un impact. Du moins, elle se positionne de plus en plus comme leader d'opinion par rapport aux Occidentaux qui suivent plus ou moins en ordre assez dispersé les États-Unis. Mais la Chine, elle, n'a pas hésité à condamner ou à se positionner contre Israël et à ne pas condamner le Hamas. Et on sait qu'elle est très, très proche, notamment de l'Iran, qui joue un rôle important dans ce conflit. Les nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative ou One Belt, One Road, c'est un projet très complexe au début qui était très très flou, et on pourrait en parler pendant très très longtemps. Je ne m'appesantirai pas sur le projet en tant que tel, mais c'est un des projets, c'est le projet fétiche de Xi Jinping, avec une notion d'intégration croissante de la Chine dans la mondialisation, dans des liens de plus en plus importants avec l'Europe, mais pas seulement.
qui lui permettent un positionnement économique important à l'international, aussi une affirmation stratégique, et qui la positionne par rapport à un nombre important de pays en développement dans une situation, dans une position dominante. Et actuellement, beaucoup de critiques de ce projet ont tendance à mentionner que les partenaires de la Chine dans ce projet auraient tendance à tomber dans ce qu'on appelle le piège de la dette, qui est un terme que les Chinois détestent, et qui est l'idée selon laquelle eh bien, plusieurs de ces pays qui auraient établi des liens, développé des infrastructures avec la Chine dans le cadre de ce projet, se trouveraient maintenant endettés, incapables ou avoir de grandes difficultés à les rembourser. Et donc, cette notion de piège de la dette, on le reproche beaucoup à la Chine, même si elle considère que c'est un reproche tout à fait injustifié. De toute manière, on pourrait se poser la question également de savoir quel serait son intérêt de ne pas d'avoir des débiteurs qui ne peuvent pas la rembourser. En ce qui concerne la présence de la Chine, je vous montrais tout à l'heure la carte du pays en tant que tel. Ici, on voit un des éléments qui est assez stratégique également, un prolongement de la route de la soie, le corridor Chine-Pakistan, le China-Pakistan Economic Corridor, qui lui permet d'établir un lien entre l'ouest du pays et le Pakistan, le port de Gwadar, où elle a investi énormément, en traversant le Pakistan, qui lui permet d'avoir un lien assez important avec l'océan Indien. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce corridor, qui est important stratégiquement, est pourtant particulièrement dangereux parce qu'il traverse le Baloutchistan, qui est une zone où les relations sont très, très tendues, où il y a des mouvements islamistes qui régulièrement s'en prennent aux Chinois qui sont impliqués dans le projet de la route de la soie au Pakistan. On voit aussi la présence des différentes flottes du nord, de l'est et du sud, et l'importance de la géographie pour la Chine qui ressort assez bien sur cette carte-là. Ce que l'on voit, c'est que elle n'a principalement de débouchés maritimes que sur l'océan Pacifique, donc à travers ces ports de la zone côtière, mais qui sont en quelque sorte barrés stratégiquement par la péninsule coréenne, le Japon, Okinawa et les archipels, le reste de l'archipel japonais, Taïwan, dont on voit que l'importance est vraiment encore plus importante, et la mer de Chine méridionale, dont l'aspect stratégique ressort de manière encore plus claire. Concrètement, cela constitue un archipel d'îles, un premier archipel d'îles, dont beaucoup appartiennent à des gouvernements qui sont plus ou moins alliés des États-Unis, et donc pas forcément favorables à la Chine, et qui auraient tendance à faciliter un éventuel blocage de la flotte chinoise à partir de ces ports. Donc, le rôle stratégique de ces alliés et de ces zones que représentent la mer de Chine méridionale, la mer de Chine de l'Est et Taïwan ressort de manière encore plus importante. C'est un petit peu la dictature de la géographie qui ressort par rapport à cette façade maritime. Un des éléments importants du discours de Xi Jinping est basé sur la notion de siècle d'humiliation. On ne va pas faire un cours d'histoire de la Chine, ça serait très très long, mais à partir du milieu du 19e siècle, il y a eu un épisode avec les Britanniques, notamment, ça a commencé avec les Britanniques, les guerres de l'opium, qui ont amené les Occidentaux, notamment les Britanniques, mais par la suite d'autres Occidentaux, à obtenir des concessions territoriales sur le littoral chinois et le long de la côte, ce qui a fait en sorte que des traités ont été signés entre la Chine et ses puissances étrangères qui sont encore considérés et appelés des traités inégaux, dont l'un d'entre eux a cédé Hong Kong à la Chine, au Royaume-Uni, jusqu'en 97, comme on sait. Et donc, cette période d'influence étrangère, de présence, on va dire d'oppression à bien des niveaux, des Occidentaux en Chine, les Occidentaux, ce qui incluait aussi les Russes et les Japonais, mais de manière assez globale, les Occidentaux, c'est la manière dont c'est vu, ça a été une période donc d'humiliation de la Chine par ces étrangers qui, en plus, l'ont amputé d'une partie importante de son territoire par leur présence. Alors, ce discours nationaliste est repris régulièrement
dans les revendications actuelles et permet à la Chine, permet au gouvernement chinois d'appuyer ces revendications sur ces territoires qui auraient été perdus durant le siècle d'humiliation. Et cette restauration de l'intégrité territoriale permet d'être assez créatif et d'intégrer le Xinjiang, le Tibet, Taïwan, toute la mer de Chine méridionale. C'est vraiment très, très global, cette perception du fait que ça a été perdu, la très grande Chine qui existait avant, officiellement, aurait été découpée, aurait été la victime de ces Occidentaux. Et donc, pour effacer ce siècle d'humiliation, la Chine a besoin, il est absolument nécessaire d'être intransigeante sur ses revendications territoriales. Parmi les enjeux externes, on sait, et on en parle aujourd'hui avec la rencontre entre Xi Jinping et puis Biden au sommet de l'APEC, les confrontations avec les États-Unis sont particulièrement importantes. Les États-Unis sont un peu surpris de voir la Chine continuer à tenir tête et les points de tension, de pression sont extrêmement forts entre les deux pays, notamment évidemment ce qu'on appelle la guerre commerciale qui porte sur le plan économique, mais aussi sur les nouvelles technologies qui ont des impacts stratégiques sur l'exportation, le rôle que la Chine joue aussi dans les terres rares qui sont fondamentales pour l'ensemble de l'Occident, mais aussi beaucoup pour les États-Unis. Également, des enjeux territoriaux comme notamment le soutien potentiel des États-Unis à Taïwan. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Donc, les États-Unis, pour la Chine, c'est vraiment l'adversaire. Et si on regarde les médias dirigés par l'État, comme Global Times, CGTN notamment, China Daily, on voit très régulièrement des caricatures qui visent les États-Unis, qui montrent l'oncle Sam comme un personnage tout à fait cynique qui ne fait que chercher à mettre de l'huile sur le feu de toutes les situations conflictuelles dans le monde avec comme objectif de nuire à la Chine et à ses intérêts. Et dans ce contexte-là, la Chine aime beaucoup jouer aussi le rôle de celle qui va fédérer tous les pays, toutes les puissances qui sont disons, mécontentes des États-Unis, et elle cristalliserait en quelque sorte une opposition aux États-Unis, aux Occidentaux en général, aux États-Unis en particulier. Elle se positionne comme une alternative non occidentale. Un élément fondamental de la domination états-unienne sur l'économie mondiale, qu'on oublie souvent, ou du moins qui est tellement devenu naturel pour nous, c'est la domination du dollar. Et il est assez difficile. Les BRICS commencent à y réfléchir et la Chine arrive avec un yuan numérique et des possibilités d'une alternative au système SWIFT pour essayer d'aller diminuer l'impact de la domination financière des États-Unis sur le système mondial. À travers les BRICS également, elle essaye de jouer un rôle de leader et de leader vis-à-vis de l'Occident, de plus en plus avec l'extension récente avec 6 nouveaux pays, dont plusieurs sont des pays du Proche-Orient ou de l'Afrique, ce qui fait en sorte que ça renforce la sensation que les BRICS se positionnent comme une alternative non occidentale dans laquelle la Chine joue un rôle important, de même que le groupe des 77, qui sont maintenant 135, à laquelle la Chine est associée. On parle souvent du G77 plus la Chine, qui est un groupement, disons, l'envers du G20 en quelque sorte, avec les pays en développement, et au sein duquel la Chine joue également un rôle important. L'Organisation de coopération de Shanghai, dont je vous parlais tout à l'heure, elle remonte à 2001 et à l'origine, c'était pour essayer de régler les litiges frontaliers entre la Chine et les anciennes républiques de l'ex-URSS. Ce qui s'est passé par la suite, dont le siège est à Pékin, c'est une agence de coopération et de sécurité et ça ne se veut surtout pas un nouvel OTAN, un OTAN oriental. Mais l'idée, c'est qu'à ces pays originaux qui étaient la Chine, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, le Kazakhstan et la Russie, et sont venus s'ajouter l'Ouzbékistan, mais surtout le Pakistan et l'Inde. Et depuis le mois de juillet de cette année, l'Iran. Et on se trouve à ce moment-là avec une organisation de grande dimension qui s'étend sur le bloc eurasiatique presque dans son ensemble, et qui, normalement, est très, très axé sur la non-ingérence, ce qui est toujours très important pour les Chinois, tout comme pour les Russes, mais en même temps,
qui inclut des pays, plusieurs puissances nucléaires, et qui se positionne comme un interlocuteur dont on parle assez peu, mais qui permet à la Chine de jouer un rôle encore plus fort de leadership vis-à-vis de ceux qui seraient un peu déçus ou opposés à l'Occident. Par contre, pour terminer avec l'OCS, une des caractéristiques de cette organisation, c'est qu'en intégrant le Pakistan et l'Inde, au début, ça semblait un bon coup diplomatique, mais les tensions actuelles qui ont été ravivées entre les deux pays, de plus auxquelles on doit rajouter les tensions frontalières entre la Chine et l'Inde depuis 2020 notamment, qui sont à nouveau au premier plan, ça fait en sorte que l'ensemble de l'organisation finalement se retrouve à avoir une crédibilité qui est entachée par ces tensions internes qui sont très très fortes. En ce qui concerne donc les États-Unis, j'en ai parlé tout à l'heure, les dossiers sont pas mal chauds et la question de la lutte d'influence à l'international, la question de la guerre commerciale est importante. Et vous voyez, je vous parlais des caricatures tout à l'heure, c'est une caricature de China Daily dans laquelle on voit que les États-Unis aiment bien promouvoir ou colporter des fausses rumeurs pour essayer de nuire à la Chine de toutes les manières possibles. L'idée selon laquelle la Chine est sur le point de s'effondrer démographiquement, le génocide de Xinjiang, ce ne sont que des contes de fées perpétrés, colportés par les États-Unis. Et donc, c'est quelque chose sur lequel, qui fait même rigoler, qui fait sourire le gouvernement chinois, qui n'y voit qu'une campagne de dénigrement et de propagande et aucunement quelque chose qui serait fondé sur la réalité. On sait qu'il y a des questions d'ingérence à plusieurs niveaux, en Occident, au Canada, aux États-Unis. Et on se souvient qu'au début de cette année, il y avait la question des ballons espions qui avaient remis un peu de l'huile sur le feu, la question de l'espionnage qui est comment dire, effectué par la Chine à ce niveau-là, en Occident en général et aux États-Unis en particulier, et ce positionnement de la Chine par rapport au Sud global. Ce positionnement, on pourrait parler du Sud global comme, c'est un terme qui revient souvent, on pourrait le remettre un peu en cause parce que ça donnerait l'impression que les pays du Sud sont un ensemble homogène, et c'est loin d'être une réalité, mais en tout cas, elle se positionne de manière très positive, surtout lorsqu'il y a en alternance ou en alternative face aux États-Unis, surtout lorsque les États-Unis suscitent une certaine rancœur ou une certaine aigreur vis-à-vis de plusieurs pays en développement. Vous voyez, elle joue beaucoup aussi sur tous les éléments, toutes les lignes de faiblesse des États-Unis, de l'Occident en général, des États-Unis en particulier. Vous voyez les caricatures dont il faisait la promotion à propos de ce qui se passait aux États-Unis avec le cas de George Floyd notamment. C'était du pain béni pour les médias gouvernementaux. Dans le cas de Taïwan, on pourrait en parler aussi pendant très longtemps. Vous savez que c'est au nom de la One China Policy qu'elle estime pouvoir récupérer cette île qui lui appartient, qui lui aurait toujours appartenu, et elle est particulièrement sensible à tout ce qui touche à des prises de position pro-Taïwan. N'importe quelle publication dans les médias, qu'ils soient électroniques ou papier, qui toucherait à la position taïwanaise comme étant, ou qui mentionnerait que Taïwan pourrait être un pays, entraîne immédiatement une réponse de la part des médias. Et vous voyez qu'il y a un bureau des affaires taïwanaises dans le gouvernement chinois qui mentionne que la réunification pourra se faire par la force, et Xi Jinping l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, la fameuse réunification entre la Chine continentale et Taïwan, qui serait, selon le gouvernement, une portion tout à fait indissociable de la Chine. Et depuis un certain temps, notamment depuis 2 ans, et c'est des choses dont ils vont parler à l'APEC, parce qu'il y a eu des accrochages à ce niveau-là, l'armée chinoise, l'armée de l'air chinoise notamment, multiplie les provocations dans le détroit de Taïwan pour bien montrer à quel point elle refuse de reconnaître une quelconque
indépendance, une quelconque autonomie de la part de Taïwan. Et les franchissements impliquent régulièrement aussi des accrochages avec des bateaux étrangers, notamment américains. On a dénombré depuis 2 ans à peu près 200 à 300 incidents de situations très tendues entre les militaires chinois et les militaires américains, notamment dans le détroit de Taïwan, mais aussi en mer de Chine méridionale. Surtout, ce qui se passe avec Taïwan, c'est qu'il y a des élections au mois de janvier prochain, donc dans 2 mois, et la présidente Tsai Ing-wen, qui est membre du parti indépendantiste, le Democratic Progressive Party, ne peut plus se représenter. Elle a déjà eu 2 mandats. La Constitution ne lui permet pas. Elle n'a pas modifié la Constitution dans son cas. Et ce qui se passe, c'est que son successeur, son parti, a de bonnes chances de l'emporter. Et ça déplairait énormément à Beijing, qui aurait tendance à penser que avec un 3e mandat, l'option quasi indépendantiste ou l'intérêt pour l'indépendance commencerait à devenir un peu trop marqué et pendant trop longtemps dans la société taïwanaise. Beijing soutient le Kuomintang, qui était l'ancien parti de Chiang Kai-shek, mais il a, semble-t-il, assez peu de chances de l'emporter. Et il y a un 3e larron qui se présente, dont Beijing pense pouvoir s'occuper un petit peu, ou du moins le mettre sous sa coupe, mais aucun des deux ne semble avoir de réelles chances de l'emporter. Et surtout, en ce qui concerne la situation à Taïwan, quand je parle d'exemple ukrainien, on se demande si Beijing n'a pas regardé avec beaucoup d'attention comment Moscou a réglé ou n'a pas réglé, au contraire, la situation avec l'Ukraine, pensant gagner rapidement, emporter une victoire militaire décisive et rapide. Ça n'a pas été le cas. Et plusieurs personnes pensent que, même s'il ne faut pas comparer, les situations militaires sont assez complexes du côté, pour traverser le détroit de Taïwan, mais ça aurait peut-être empêché ou du moins ralenti les intentions chinoises d'une réunification par la force, en voyant comment la Russie s'en était tirée en Ukraine. Il y a aussi un dossier qui pourrait nous prendre un certain temps, c'est la mer de Chine méridionale. Vous voyez ici une carte qui a été produite par le gouvernement chinois et qui montre ses revendications à l'aide d'une ligne en 9 traits, qui est devenue très très célèbre et qui inclut l'ensemble du bassin océanique, plus de 80% du bassin océanique, au nom du fait qu'il y a un certain nombre de petits archipels au milieu du bassin océanique qu'elle revendique, et donc qui lui permettent de définir une zone d'exclusion économique qui englobe l'ensemble du bassin qu'elle considère comme le sien, qui va très très loin dans les eaux territoriales des pays riverains. Et c'est depuis un certain temps une source de tension avec les pays riverains, donc notamment les Philippines, la Malaisie, le Vietnam. Mais les Américains sont présents, même s'ils n'ont pas d'intérêt direct, pour essayer de maintenir ce qu'ils appellent la liberté de navigation. Et ils procèdent à des opérations de provocation, pourrait-on dire, où ils naviguent, où ils envoient des navires ou des avions dans des zones revendiquées par les Chinois, près d'îlots revendiqués par les Chinois, pour mentionner que, ou pour réaffirmer le fait que leur liberté de navigation, c'est une zone qui est un couloir de trafic maritime extrêmement important. Et donc, pour les Américains, c'est extrêmement important de maintenir cette liberté de navigation. Et en plus, ces archipels qui sont absolument minuscules, dans beaucoup de cas, ce sont des petits atolls, des petits rochers, dont plusieurs sont à peine émergés à marée haute. Et depuis un certain nombre d'années, les Chinois ont procédé à des mesures, à des manœuvres de remblaiement. Ils ont construit, ils ont élargi plusieurs de ces îlots pour y construire des bases militaires. Et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup la communauté internationale, mais ça ne ralentit pas les Chinois. Mais c'est des zones dans lesquelles la marine, dans lesquelles les Américains, la marine américaine aime à naviguer pour réaffirmer le fait qu'elle ne reconnaît pas la souveraineté chinoise, mais c'est également une occasion à ce moment-là régulière de confrontation directe entre les deux armées. On pourrait parler aussi très longuement de l'influence que, notamment à travers les nouvelles routes de la soie
la Chine est en train d'acquérir ou de renforcer dans d'autres parties du monde, je parlais de l'Europe tout à l'heure, l'Asie dans son ensemble est pas mal sous son influence, malgré l'influence indienne avec laquelle il y a une forte concurrence. Donc, elle est également présente en Europe. Tout récemment, d'ailleurs, l'Italie a décidé de se retirer de l'initiative de Nouvelle Route de la Soie, pour lequel elle a découvert que la fameuse win-win situation n'était peut-être pas si win-win, ou du moins pas win pour l'Italie. La position en Afrique, l'importance des investissements et de l'influence politique, économique, stratégique de la Chine en Afrique est de plus en plus grande. Et maintenant, ils font fi de la doctrine Monroe sur laquelle les Américains se réservaient comme précaré, comme zone d'influence exclusive l'hémisphère américain. Et maintenant, ils sont présents en Amérique du Sud à bien des niveaux et ils sont en train de contester vigoureusement la présence économique des Américains auprès de nombreux pays d'Amérique du Sud. Quand je vous parlais de l'influence en Afrique, sur The Global Times, le site, un des sites d'information pro-chinois, ou du moins du gouvernementaux chinois, lorsque les médias occidentaux ont critiqué la présence chinoise en Afrique en disant que c'était une espèce de néocolonialisme, sur le site, ils ont produit une vidéo qui expliquait ou qui contredisait complètement cette thèse, qui la ridiculisait en insistant sur le fait que ce n'était pas aux Occidentaux et notamment aux Européens de faire la morale à ce niveau-là et en rappelant tous les éléments de colonialisme que les Occidentaux avaient déjà appliqués en Afrique, ce qui est tout à fait vrai, mais c'était le point de départ de leur rhétorique, indiquant qu'au contraire, les Chinois, eux, se comportaient de manière beaucoup plus respectueuse et avec beaucoup plus d'impact positif pour les Africains. En ce qui concerne les enjeux internes, très rapidement, on a souvent considéré ou on pense souvent à la Chine comme un géant démographique. C'est encore le cas, évidemment, même si elle a été dépassée tout récemment par l'Inde. Mais depuis la fin de l'enfant unique en 2016, sa population, la croissance de sa population a ralenti. Mais vous avez aussi sans doute entendu parler depuis un certain temps du fait que le vieillissement de la population et la baisse de la fécondité pourraient amener, selon certains experts, alors il y a une version de l'ONU qui amène, selon laquelle les projections indiquant que la population chinoise en 2100 atteindra 1,1 milliard. Et selon certains autres chercheurs étrangers, là c'est un chercheur chinois, mais vous avez des chercheurs américains aussi qui le mentionnent, on descendrait, il y aurait une réduction beaucoup plus drastique de la population qui atteindrait 600 millions en 2100, ce qui a un impact très très fort sur la productivité économique et une population dont on estime que 25% en 2050 serait plus âgée, aurait plus de 60 ans. Et donc cette population active et cette énergie pour le développement économique serait diminuée à cause de cette crise démographique. Le contrôle de la population est très, très important pour Xi Jinping. Lorsqu'il a été réélu, beaucoup de gens se disaient, bon, ça ne fait qu'encore réaffirmer sa puissance, sa prédominance, mais l'impact sur la population de la politique zéro Covid a fait en sorte que il y a eu des manifestations, des contestations assez virulentes, et ce qui était un peu une surprise parce que ce n'est pas quelque chose qui est très fréquent et c'est très compliqué de contester le gouvernement chinois là-bas. Et il y a eu un retour assez récent au contrôle de la population qui fait qu'on ne parle plus, en tout cas, ou très très peu, de contestation du régime, mais le colosse était peut-être un petit peu plus, avait des pieds un peu plus en argile qu'on pouvait l'imaginer. On pouvait penser que Xi Jinping contrôlait très bien sa population. C'est plus aussi certain que ça. Le développement économique chinois est évidemment extrêmement spectaculaire. Il a eu des impacts, on se souvient dans les années 80, ça faisait partie des éléments, disons, surprenants de voir tous ces Chinois en vélo. Et ça donnait des images absolument spectaculaires, mais on se disait, qu'est-ce qui va se passer lorsque les Chinois vont remplacer les vélos par des voitures? Eh bien, c'est ce qui s'est passé et ça donne des résultats assez désastreux pour notamment pour l'environnement dans plusieurs des grandes villes du pays.
Et on a vu récemment, on parlait tout à l'heure de la Covid, de l'impact de la Covid, on a vu de la chute de l'économie chinoise, de la croissance chinoise suite à la Covid, ce qui était, il fallait s'y attendre. Il y a eu ensuite une reprise, mais ensuite une nouvelle chute ou un nouveau ralentissement qui s'effectue. Alors, on est dans des chiffres qui correspondraient pour beaucoup d'autres économies à des très bons résultats, mais pour la croissance chinoise, c'est considéré comme un résultat très faible. Mais un élément et qui risque d'avoir des impacts en termes sociaux et en termes de contestation potentielle de Xi Jinping, c'est le taux de chômage est en forte croissance et surtout chez les jeunes, et ça a un impact très fort sur l'environnement. L'armée chinoise est en train également de rattraper son retard, comme l'économie également l'avait fait. Elle était déjà depuis longtemps une des plus nombreuses, c'était la plus nombreuse en termes de nombre de soldats, mais vous voyez la progression du budget qui est absolument spectaculaire, la progression des dépenses militaires est assez spectaculaire. Et si on regardait en 2019, c'était moins de la moitié des dépenses militaires états-uniennes, mais quand même, c'était très largement la Chine au deuxième rang qui se trouvait comme la deuxième grande puissance militaire mondiale. Et elle s'est également modernisée. C'est pas seulement c'est pas seulement des dépenses, c'est pas seulement un nombre de soldats. Elle a commencé à se moderniser vraiment, cette armée chinoise. Elle est devenue, et si on regarde l'équilibre des forces entre Taïwan et la Chine en cas de conflit, il est très, très, très largement à l'avantage de la Chine. Et la plupart des observateurs pensent que si jamais il y avait un conflit, s'il y avait une attaque, la seule manière dont Taïwan pourrait résister, ce serait par une intervention extérieure, notamment états-unienne, parce que sinon le déséquilibre des forces est tel que Taïwan n'aurait aucune chance. En termes de marine, ce qui est assez intéressant, très très rapidement, c'est que les porte-avions, la Chine en a deux, il y a un troisième qui est pratiquement terminé. Le premier, par contre, a été racheté à l'Ukraine. Il datait de l'époque soviétique. Il a été reconditionné. Il s'appelait le Varyag. Il a été reconditionné, rebaptisé le Liaoning. Et c'était le premier porte-avions chinois, ce qui lui donne un avantage militaire énorme dans la région par rapport à tous ses voisins. Mais par la suite, la Chine a produit un autre porte-avions avec ses propres arsenaux. Et le rôle de l'armée est particulièrement important à bien des niveaux, notamment, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, par rapport au premier chapelet d'îles, la première chaîne d'îles qui permettent aux Américains et à leurs alliés de contrôler un éventuel déploiement de la flotte chinoise. Et ça implique aussi l'importance de certains ports, comme notamment Gwadar, Hambantota et Chittagong, qui sont particulièrement vitaux pour les Chinois. Rapidement aussi, pour terminer, le Xinjiang. Le Xinjiang, vous en avez beaucoup entendu parler tout récemment, c'est cette province de l'Ouest qui est peuplée en large majorité de Ouïghours, et vous voyez que stratégiquement, c'est une zone absolument centrale, même si elle peut sembler très très loin très loin de Beijing. C'est là que se trouve le centre géographique du continent asiatique. C'est là, tout près de Urumqi, que se trouve le point le plus éloigné de la mer de tout le continent. Et vous voyez qu'il y a des frontières avec la Mongolie, la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. Donc, on a vraiment tous les pays de la région qui ont une frontière avec la province. Ça souligne à quel point c'est stratégique, mais on voit que le relief est assez spectaculaire. Il y a une chaîne de montagnes centrales et deux grands déserts, ce qui donnerait à penser a priori que c'est une zone très périphérique, qui a été indépendante très rapidement, qui était appelée le Turkestan oriental, quelque part quelques années au milieu du XXe siècle, au début du XXe siècle. Mais surtout, ce qui est assez fondamental, c'est que c'est une zone, comme je l'ai dit, qui est peuplée en large majorité par des Ouïghours et qui est une véritable malle au trésor de richesses énergétiques, minières, et qui fait en sorte que la Chine ne peut en aucun cas se permettre de laisser la bride sur le coup. Normalement, c'est
une province autonome de la province du Xinjiang, mais dans les faits, elle est absolument pas autonome et surtout, elle est productrice d'énormément de ressources minières et énergétiques, en plus d'être sur un des axes stratégiques de la route de la soie. Donc, c'est vraiment une zone très, très importante à bien des niveaux pour le gouvernement chinois. La population est assez faible, surtout à l'échelle chinoise. Dans la capitale, Urumqi, 4,5 millions, mais à 75% des Han, donc les Chinois ethniques, alors que l'essentiel de la population de la province est ouïghour. Les Han se concentrent dans la capitale, un petit peu comme ça se fait au Tibet. Et vous avez entendu parler tout récemment tout récemment, ça a commencé dans les années 2016-2017. On a commencé à se rendre compte que, notamment à partir d'images satellites, que certaines constructions un peu suspectes avaient l'air de se développer dans certaines parties du Xinjiang, notamment autour de Kashgar. Et au début, la Chine a nié l'existence de ces installations qui ressemblaient à des camps de rééducation, des camps de concentration. La Chine, au début, a dit que c'était absolument pas le cas, puis finalement, elle a expliqué que c'était des camps dans lesquels euh, elle pouvait proposer aux Ouïghours d'apprendre à devenir des bons citoyens pour lutter contre la radicalisation, pour apprendre la langue et pour se développer économiquement, pour faciliter donc l'amélioration ou le développement de la société ouïghour. Et CGTN et les médias contrôlés par le gouvernement régulièrement contredisent toute allégation selon laquelle les Ouïghours seraient soumis à un traitement que certains appellent génocidaire, d'autres de toute manière considèrent comme très restrictif, très inhumain. Selon la Chine, c'est absolument faux. C'est une campagne de, excusez-moi l'expression, China bashing. Et très régulièrement, on voit des publications sur les médias gouvernementaux pour contredire cette vision qui ne serait qu'une propagande anti-chinoise orchestrée en sous-main par les Occidentaux en général et les Américains. Et là, c'est intéressant, c'est que l'article que je vous mets sur le PowerPoint a été publié par un analyste politique américain basé à Moscou, et c'est une stratégie qu'ont souvent les médias chinois, consistant à utiliser des intervenants étrangers pour défendre les thèses gouvernementales. Donc, en conclusion, il y a énormément de choses que j'ai abordées extrêmement rapidement ou pas du tout, mais la Chine, son objectif de rêve chinois d'atteindre la suprématie mondiale n'est pas encore atteint, loin de là. Normalement, ce serait pour 2049, pour le centenaire de la Révolution. Mais elle a, à certains niveaux, perdu quand même pas mal de terrain depuis la Covid-19. La politique zéro Covid l'a empêché de repartir aussi vite que d'autres pays, mais elle joue extrêmement bien la carte anti-occidentale. On a souvent tendance à sous-estimer à quel point l'irritation que peut susciter l'Occident sur plein de dossiers, dans plein de situations, comme actuellement même au Proche-Orient, le fait que beaucoup de pays, beaucoup de régions du monde développe à ce moment-là une irritation, une rancœur vis-à-vis de l'Occident. La Chine table énormément là-dessus et se propose comme une alternative qui n'a pas de passé colonialiste et qui, elle, ne se mêle pas des affaires des autres, ne fait pas la leçon, ne fait pas la morale et propose toujours des solutions de gagnant-gagnant. Et donc, c'est un intérêt particulièrement grand pour les gens qui sont déçus de l'Occident. Le ralentissement économique dont j'ai parlé tout à l'heure, il est quand même relatif, il est réel et il inquiète les gouvernants chinois, mais si on compare à la croissance économique de beaucoup d'autres pays, c'est très loin d'être aussi catastrophique qu'on pourrait le penser. La question démographique est l'objet de beaucoup de débats et de questionnements. Est-ce qu'on se trouve réellement au bord d'un effondrement de la Chine sur le plan démographique, ou est-ce que c'est simplement une vision extrêmement pessimiste et totalement dépourvue de sens? Il y a quand même quelques lignes de faille à l'interne, à l'externe. Les relations avec l'Inde qui vont continuer, qui posent régulièrement problème et qui empêchent la Chine d'être vraiment le leader unique des non-occidentaux. Mais elle demeure, quoi qu'on dise, un géant politique et économique, et la géographie a un rôle extrêmement important
dans son développement et dans les messages politiques chinois, notamment la cartographie. Et tout récemment, le gouvernement a publié une carte du territoire chinois qui s'accaparait ou qui précisait que les territoires qui étaient contestés pour la Chine avec d'autres voisins, y compris la Russie, lui appartenaient. Et ça a provoqué d'énormes tensions avec la Russie et surtout avec l'Inde, le Vietnam, les Philippines, qui considéraient que cette cartographie était un geste politique très important et une provocation. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour cette présentation.